Voilà, donc comme vous êtes prêts à tout maintenant, je vais définir certains termes que j'utilise, non pour expliquer un système, ni pour faire une exégèse ou même une herméneutique, mais au moins pour avoir des fondements clairs quant à l'idéologie du temps. Donc souvent en fait, vous remarquerez que nous travaillons dans l'espace. Nous avons besoin de frontières, nous avons besoin d'une zone de contrôle, on a même besoin du Lebensraum, comme diraient certains spécialistes. L'idée c'est quoi? C'est que on s'intéresse très peu au peuple du temps. On s'intéresse beaucoup au peuple de l'espace. L'espace est plus simple à définir. Le microphone n'est pas bon, donc je le dis. Il n'était pas bon non plus. Mais j'ai vu que vous avez fait aucune remarque. Mais comme Daniel a dit que le général disait toujours ce qu'il voulait, je me suis dit que je peux me permettre aussi. Voilà, en tant que conseiller stratégique. Enfin, je ferai de mon mieux pour que la conférence récupère le microphone. Donc, l'idée c'est, on a tendance à confondre l'humanité avec la société. Alors la société c'est facile, c'est ce qu'on voit au quotidien. D'ailleurs c'est même la misère du quotidien qui finalement finit par devenir le misérabilisme du quotidien pour enfin aboutir au misérabilisme tout court. Donc ce qui est important dans la vie des gens, c'est comment ils se réveillent, comment ils se couchent. S'ils arrivent à refaire la même chose le lendemain, c'est très bien. Et donc c'est pour ça que cette conférence va avoir comme thème quelque chose qui est totalement inutile pour ces personnes, puisque ça concerne les personnes qui ne se couchent pas. Donc il n'y a pas besoin qu'elles se réveillent, puisqu'elles demeurent éveillées. Donc l'idée c'est quoi? C'est l'humanité, c'est quelque chose d'abstrait. Tout le monde en parle, mais on en parle comme quelque chose qu'il faut mettre de côté. Parce qu'après tout, ça ne nous dérange pas. Moi, je m'occupe aussi des droits de l'homme. Et vous savez, comme on a l'expression crime contre l'humanité, eh bien, il faut bien en parler de l'humanité. Parce que moi, je ne connais pas d'expression crime contre la société. Et vous savez pourquoi ? Parce que la société n'est pas importante pour qu'il y ait des crimes contre la société. Parce que la société, c'est elle qui fait les crimes. Je veux dire, essayez d'imaginer, par exemple, si on vous dit crime contre l'humanité, c'est l'humanité qui a fait ce crime. Vous serez surpris, non ? Vous direz alors c'est une forme de suicide. Non. Si on vous dit c'est la société qui fait les crimes contre l'humanité, là, vous dites pas non, mais vous attendez de voir de quelle société on parle. Donc, par exemple, on pourrait dire pour le génocide des Juifs que c'est le régime nazi. Et ce serait très facile d'identifier ce que c'est. Vous auriez du mal à dire que c'est l'humanité. Vous serez obligé de dire que c'est une forme de société. Si on vous parle du génocide des Ukrainiens, vous pouvez dire très simplement que c'est le régime stalinien. Si on vous parle du génocide des Arméniens, vous pourrez très facilement dire, enfin, si vous êtes spécialiste, vous aurez tendance à les séparer, mais en tout cas, vous aurez un régime kémaliste. Dans tous les cas, vous pourrez définir précisément qui a fait quoi, même si cette personne ne revendique pas forcément sa culpabilité. Donc là, après, on rentre dans un problème de droit. Et dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que Raphaël Lemkin, quand il a forgé le mot génocide, il a pensé que c'était un crime contre l'humanité et pas un crime contre la société. Donc, je voudrais redéfinir ce positionnement et dire finalement que l'humanité, de facto, est une victime. Alors que la société, de facto, est un bourreau. Bon,
donc de toute façon, comme Daniel vous avez prévenu pour mes angles d'attaque, donc ne soyez pas trop surpris, ça sera pire tout à l'heure. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que quand on vit au quotidien dans une société de bourreaux, c'est difficile de penser aux victimes. Alors, quelle technique on utilise? On utilise l'oubli et l'indifférence. Donc, comme ça, le crime n'existe pas. Si le crime n'existe pas, on n'est pas bourreau. Donc, on est social. Et même, on peut dire qu'on est sociable. C'est toujours bien pour quelqu'un d'être sociable, non? Maintenant, vous hésitez. Vous vous dites, si on dit oui, il va dire autre chose après. Alors, ne dites pas oui, mais ne dites pas non. Le problème, c'est... Prenons l'autre pan maintenant. Quand on dit quelqu'un est humain, quand on dit l'erreur est humaine, finalement, c'est un signe de faiblesse. Quand on dit quelqu'un est sociable, on ne dit pas que c'est un signe de faiblesse. Mais quand on dit qu'il est humain, c'est normal, il est humain. Il a fait cette erreur, voilà. Il est humain, ça s'explique quoi. Finalement, vous savez, c'est très difficile d'être humain. Et c'est si facile d'être sociable. Parce qu'entre bourreaux, on s'aime bien. On se compare. Grâce aux victimes, on a les millions. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on parle de l'Europe, de l'Union européenne en particulier, donc Daniel a parlé par exemple des traités, il faut bien se rendre compte quand même un traité, quelque chose qui est très important. Donc, 1957, on a fêté les 50 ans. Vous remarquerez quand même que les sociétés fonctionnent avec des traités. L'humanité fonctionne avec des maltraités. Hein? Pourquoi donc? Parce que les traités, on sait qui signe. Les maltraités, on ne sait pas qui les a signés. Donc c'est cette thématique que je voudrais aborder dans cette conférence, et je voudrais mettre en évidence aussi le manque du vocabulaire français dans le domaine. Par exemple, on a tendance à confondre l'homme avec l'homme. L'homme avec le grand H, avec l'homme avec le petit h. En grec, par exemple, on a deux mots très différents. O anthropos, o andras. Donc ça permet de clarifier les choses, et au moins pour les femmes, elles sont contentes, parce que au moins on sait exactement quand on parle des droits de l'homme qu'il ne s'agit pas, bien sûr, des droits de l'homme, et donc par conséquent pas des droits de la femme. Daniel a fait une allusion au 10 mars, je pense qu'il voulait faire une allusion au 8 mars, et pas au 9. Mais bon, comme c'est quelqu'un qui vit dans le lendemain, ce n'est pas gênant. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que l'homme avec un grand H et l'homme avec un petit h, c'est des notions très différentes. Ça, c'est important, finalement, parce que, et on le voit dans le problème des droits de l'homme, les droits de l'homme ne sont pas sexués. Ils ne sont pas non plus sexualisables. Alors qu'on a cette tendance. Un autre mot important, c'est l'humanité. Vous voyez, en français, on dit l'humanité avec un grand H et l'humanité avec un petit h. On peut dire l'humanité de quelqu'un. En grec, on a encore deux mots complètement différents. Anthropotita, l'humanité avec un grand H. Anthropia, l'humanité avec un petit h. Ça permet d'être très clair. Donc, par exemple, si je vous disais une phrase du type « l'humanité de l'humanité », en français, c'est ambigu. En grec, comme je serais obligé de définir de à quelle humanité je parle, ce serait clair. Donc on a d'autres langues qui font ces différences. C'est important de temps en temps, du point de vue intellectuel, comme l'a dit l'adjointe, j'ai pas osé dire bébé, de se rendre compte que l'importance des mots dans une langue, est-ce que des fois c'est pas révélateur de l'absence de mots? C'est-à-dire, oui, quand je vous disais tout à l'heure, Raphaël Lemkin, il a été obligé de forger le mot génocide. Avant, il n'y avait pas ce mot. Alors que maintenant, ça paraît quelque chose de complètement normal. Et vous voyez, des fois, on a des deux mots qui veulent dire la même chose,
dans un contexte social et qui sont totalement différents dans un contexte humain. Donc c'est très important de les définir. De définir aussi le positionnement. Donc je vais prendre un exemple. En France, souvent les gens disent le génocide arménien. Et ils ne se rendent pas compte que c'est idiot. Parce que c'est le génocide des Arméniens, pas arméniens. Ou ils pourraient dire le génocide turc, mais pas le génocide arménien. Vous voyez ? Et ça, c'est un positionnement où on ne se rend pas bien compte de... C'est un détail, vous allez me dire. Il s'agit d'une particule. Mais bon. Donc moi, je dois être sexualisé, je fais toujours attention aux particules. Donc, quelle est l'idée ? L'idée, en fait, c'est quand vraiment on s'intéresse à l'humanité, on est obligé de se rendre compte de quelque chose qui est un peu surprenant. C'est que la société n'est qu'un simplement un phénomène de mode. Bon. Alors donc, comme on a pas mal de femmes aussi dans le public, donc imaginez ce que serait une mode permanente. On peut être à la mode à un moment, d'accord ? On peut être à la mode pendant 2 semaines, 3 semaines, on peut être en avance de la mode, on peut être un précurseur de la mode, on peut être en retard, on peut faire partie des soldes. Ça c'est la mode de la misère. C'est-à-dire que la mode riche, c'est d'acheter quelque chose qui est inutile sur le moment et qui sera utile dans 6 mois. La mode des pauvres, c'est d'acheter quelque chose qui est inutile sur le moment et qui sera peut-être utile dans 6 mois. C'est un positionnement. Bon. Et maintenant, la différence, c'est quoi ? C'est que la mode passe. C'est bien. Mais en fait, les dames d'un certain âge sont conscientes que la mode revient. Les autres, non. Les autres sont persuadés que la mode ne revient pas. Donc elles jettent leurs affaires. Celles d'un certain âge les gardent, car elles savent très bien qu'au bout de quelques années, eh bien, elles seront d'actualité. Ce qui est inquiétant pour nous, en tant qu'intellectuels, c'est comment est-ce possible qu'une mode qui est si éphémère soit réutilisable ? Est-ce qu'il y a un recyclage de la mode ? En réalité, la mode, comme la musique, comme dirait Leonardo da Vinci, naît pour mourir. La différence avec la musique, c'est qu'elle prétend ne pas mourir. Alors que la musique sait qu'elle est mortelle. Donc, si vous réalisez ce schéma mental, vous allez vous rendre compte que la société est un phénomène de mode permanent. C'est-à-dire c'est simplement une mode, du point de vue de l'humanité, mais elle est omniprésente. Donc quand, vous voyez, vous ne pouvez pas choisir quand vous êtes né. Donc vous ne choisissez pas votre société. On vous l'impose. Par contre, vous pouvez choisir d'appartenir ou pas à l'humanité. Ça, personne ne vous l'impose. C'est vrai que des fois, on a des amis qui vous imposent le contraire, et donc qui vous déshumanisent, pour mieux vous éliminer par la suite. Donc là, le problème de la mode, par rapport au niveau de la société, c'est la société du jour. Vous voyez ? Alors, donc j'essaie de l'analyser de façon lente, au départ, pour que vous compreniez comment ça se passe. Vous êtes dans un phénomène de mode. Et vous ne voulez pas être hors de la mode. Donc vous allez imposer quoi ? Vous allez imposer que le lendemain sera comme le jour. Donc vous allez avoir peu à peu une suprématie du jour. Ce ne sera pas important le lendemain. Ce qui sera important, c'est la journée. Le lendemain ne sera qu'une répétition de la journée. Le jour précédent était aussi une répétition. Donc finalement, vous allez concentrer tout l'espace vital dans une seule journée. Cette journée, vous arrivez à la maîtriser totalement, du matin jusqu'au soir, et vous dites que le lendemain, vous allez faire une réplique. C'est ce qu'on appelle en fait un système conservateur. Les sociétés sont conservatrices par nature,
parce qu'elles ne veulent pas mourir. Ceux qui sont historiens savent très bien que les sociétés meurent, puisqu'ils ont la possibilité de les examiner. C'est la différence en fait entre l'intelligence et l'idiotie. Celui qui est intelligent sait qu'il est idiot. Celui qui est idiot ne sait pas qu'il n'est pas intelligent. Donc la société pense qu'elle est immortelle, alors que l'humanité sait qu'elle est mortelle. Elle l'a même su de très près à partir de 1945. Donc vous voyez, dans un sens, vous avez quelqu'un qui considère que comme il est omniprésent, il est omniscient. Comme il est omniscient, l'humanité est marginale. Dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a une façon de lutter? Est-ce qu'on peut lutter contre l'omniprésence sociale? On peut lutter que grâce à la mémoire. C'est-à-dire que quand vous savez qu'un tyran, qu'un dictateur, qu'un bourreau est mortel, vous vous dites que le temps est avec vous. Donc vous travaillez dans le temps. Du point de vue stratégique, c'est ce qu'on appelle les petites guerres, les guérillas. On utilise les frictions internes d'un système logistique parfait, cohérent, normal, et on le frappe que de temps en temps. C'est les techniques qu'on utilise en fait dans le domaine des droits de l'homme. Donc l'idée c'est qu'on intervient ponctuellement et on attend que le temps travaille pour nous, pour détériorer le système. Donc la résistance par rapport à l'espace s'effectue dans le temps. Donc l'humanité, naturellement, devient un processus diachronique. La société est synchronique. Elle est diachronique de facto, je dirais même déjurée depuis qu'on a la notion de crime contre l'humanité, et donc elle travaille dans le temps, et c'est pour ça, remarquez tout de suite, crime contre l'humanité ou crime de guerre, c'est imprescriptible. Pourquoi? Parce que le temps est avec vous, et peu importe la durée, le bourreau sera condamné. Alors que dans l'espace, on travaille dans le temps pour effacer. Par exemple, vous achetez une maison dans un cadre illégal, ça n'existe pas dans cette mairie, hein. Je parle de toutes les autres mairies, et avec le temps, par exemple avec 10 ans, 20 ans, eh bien on considère que c'est légal. Bien. C'est une façon de faire. Et tout le monde l'accepte. Parce qu'après tout, on dit, si personne ne l'a revendiqué après 20 ans, pourquoi ne pas la donner? Vous remarquez tout de suite que dans le domaine des droits de l'homme, c'est très important, on le voit dans les fondements de l'Union européenne aussi, eh bien, on joue là-dessus. C'est-à-dire on va dire que contrairement à ce que pense la société, eh bien, le travail du temps ne sera que positif. C'est-à-dire que s'il n'y a rien, ça veut dire que ça n'a rien changé. Alors que dans le travail social, s'il n'y a rien, c'est-à-dire aucune revendication, tout a changé, parce que ça devient légal. Donc vous voyez que le temps travaille comme instrument pour aider les victimes. Donc c'est très important de conceptualiser l'humanité dans un cadre temporel, et vous n'avez pas besoin d'un cadre spatial. Le cadre spatial n'est nécessaire que pour les sociétés. Elles ont besoin de se positionner, de dire qu'elles occupent ce terrain. C'est très difficile, en fait, pour une société d'occuper de l'espace temporel. Pourtant, vous ferez attention au niveau historique, on a des éléments qui signifient que le temps est important et qui nous donnent des éléments, disons, je dirais, des indicateurs. On dit la guerre de 30 ans. Dans l'expression la guerre de 30 ans, on ne dit pas qui est contre qui. On ne dit même pas où c'est. On dit la guerre de 100 ans. C'est énorme, 100 ans. Mais on ne sait encore pas qui c'est. On dit simplement c'est la guerre de 100 ans.
guerre mondiale, on dit Première Guerre mondiale, ou la Grande Guerre, ou la dernière, quand on était de l'époque. D'ailleurs, vous remarquerez que la Première Guerre mondiale est devenue la Première Guerre mondiale qu'après la Seconde. Avant, c'était simplement la Grande Guerre. Donc, la Seconde n'est pas une Grande Guerre. C'est simplement une guerre mondiale. C'est important les choix des mots, parce qu'on les fait a posteriori, donc ça permet de faire travailler le temps. Revenons donc à la guerre de 100 ans. Pourquoi 100 ans? C'est presque 100 ans. Qui contre qui? Des personnes. Quelle était la continuité de cette lutte? C'est difficile à dire. Est-ce que les rois de France, avec les rois d'Angleterre, avaient vraiment un but commun? Est-ce que les Français étaient très différents des Anglais? Après, oui. Après la guerre de 100 ans, oui. C'était très clair. Pendant, si je faisais cette conférence en Aquitaine, vous feriez peut-être des drôles de tête. Vous auriez peut-être des autres noms. Vous auriez peut-être des noms de l'autre côté de la Manche. Ce n'est pas un tour de passe-passe que je veux dire. C'est important de se positionner. Par exemple, on parle souvent de l'axe franco-allemand. On parle de l'axe franco-allemand comme si c'était deux choses différentes. On se dit que c'est des choses différentes, forcément, puisqu'il y a eu des guerres mondiales entre nous. J'aime bien l'expression en français « entre nous ». Parce que cette guerre a lieu entre nous. Non, entre nous et nous? Ou il y a un autre nous? Eh bien, c'est très difficile de voir la différence entre les Français et les Allemands, du point de vue diachronique. C'est la même race. Pourquoi je vous parle de ça? Souvent, quand on est en Grèce et qu'on a des problèmes avec la Turquie, on nous explique, aux Grecs, vous n'avez qu'à faire comme les Français et les Allemands. Alors en général, c'est des idiots qui nous disent ça parce qu'ils ne savent pas que les Français et les Allemands, c'est les mêmes. Alors que s'ils nous disaient « faites comme les Français et les Anglais », on comprendrait qu'il faudrait continuer à faire ce qu'on fait. Parce que les Francs, d'ailleurs, pourquoi les Francs, on les appelle les Francs? Ou pourquoi le franc, on l'appelle le franc? Vous n'avez jamais posé la question. Vous en foutez, on est à l'époque de l'euro maintenant, donc c'est pas important. C'est pour ça que moi je vous ai dit que je vous ferai une conférence sur des choses pas importantes. Donc je vais vous donner l'explication du franc à une époque où il n'y a plus de franc. Eh bien, ça correspond à la guerre de 100 ans. C'est quand les Anglais, en fait, s'emparent d'un roi de France, et on est obligé de payer la rançon, et suite au paiement de la rançon, le roi est libéré, affranchi, franc. Et c'est les pièces qu'on a frappées à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est intéressant parce que notre monnaie, notre ancienne monnaie, si vous voulez, je ne parle pas de l'ancien franc, eh bien, c'est une monnaie de rançon. C'est intéressant quand même, hein? C'est une monnaie de guerre. C'est une monnaie de victime. C'est pour ça qu'on est passé à l'euro. Quand on est passé à l'euro, on se demandait s'il fallait passer à l'écu ou à l'euromark. Donc les Français ont tout de suite dit l'euromark, ça fait trop Deutschmark. C'est pas possible, c'est très différent de nous. C'est pour ça que les Français ont des noms comme Franck, qui n'existent pas du tout en Allemagne. Imaginez des prénoms comme ça. D'ailleurs, c'est très facile. La France en Allemagne, ça s'appelle Frankreich. Donc peut-être que le Reich vous choque, mais le franc, il est là. Et finalement, on a décidé l'euro. On est revenu à quelque chose de beaucoup plus loin. Vous voyez, quand les sociétés ont un problème de positionnement, des fois elles se placent dans un hors-positionnement. C'est-à-dire qu'en fait, on est revenu à un mot d'origine grecque
en prenant en fait que la première partie, l'euro, pour avoir quelque chose de commun. Et finalement, c'est vrai que si on se souvient bien de ces cours de grec ancien ou même de littérature, on se souvient de Zeus, Europe, l'enlèvement, etc. Enfin, on ne se souvient pas vraiment exactement de Europe. Bon, si on fait de l'astronomie, comme on va avoir Monsieur Big Bang qui va arriver, on pourrait se rappeler aussi que c'est un satellite galiléen de Jupiter, donc de Zeus, donc il y a une corrélation. Souvent, en fait, on confond Europe avec Io. Et comme moi, je suis plutôt prométhéen, je fais quand même une différence entre une grosse vache et la femme qui est sur la grosse vache. Je sais bien qu'on l'utilise aussi en français, cette expression, même pour les femmes, surtout le matin. En général, c'est la puce le soir. Ce que je veux dire par là, c'est que faites attention aux mots parce qu'ils sont révélateurs, non pas de l'humanité, mais de la société. C'est pour ça, par exemple, que la société a la notion de gros mots. Vous voyez, les insultes. Bon, si vous réfléchissez bien aux insultes, il y a beaucoup d'insultes qui, si vous les dites à une autre époque, mais c'est pas une insulte. Les gens comprennent même pas que c'est une insulte. Donc, dans un cadre, là je parle maintenant en tant que linguiste, nous en linguistique, on n'a pas de gros mots. On n'a pas le mot insulte. Simplement un choix formel. D'ailleurs, ils sont tellement gros ces mots qu'on les met dans le dictionnaire. Donc, finalement, c'est un livre insultant. C'est vrai. Réfléchissez. Si c'était vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas écrire nulle part, le livre qui les écrit, il devrait être une insulte. Vous imaginez le petit Robert. Je vais vous la faire autrement. Combien d'insultes connaît le petit Robert? Plus que vous. C'est un grossier personnage pour un petit Robert, et vous imaginez le gros. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi on fait ces choix de mots? Pourquoi on fait ces conventions? Parce que on est sans arrêt au niveau social dans un cadre conventionnel. On fait des conventions pour se positionner. Pour dire que nous, c'est nous, et les autres, c'est les autres. Maintenant, si vous réfléchissez à tout cela du point de vue humain, et avec le temps, qu'est-ce qui vous différencie finalement d'un Allemand? Qu'est-ce qui vous différencie d'un Anglais? Le positionnement? Quand vous allez avoir des Anglais qui vont avoir des maisons en France, en particulier au nord de la France, et qui vont habiter là pendant des années, et leurs enfants vont même naître là, vous aurez du mal à les différencier, hein? Si vous regardez du point de vue historique la différence fondamentale entre les Anglais, les Français et les Allemands, c'est dur, hein? Il faut vraiment être spécialiste. Là, vous allez me dire, on va reconnaître au nom. Mais même ça. Même ça. Et n'oubliez pas les emprunts, les contre-emprunts. En ce moment, on a un Français, pure souche, qui est très fort en Australie. Et il joue au tennis, qui est un mot français. Alors nous, on sait que c'est un mot anglais. En fait, tennis, c'est une déformation du mot tenez. Donc c'est au moment du service, on prévenait l'adversaire, à une époque où c'était plus conventionnel, qu'on allait envoyer la balle. Faut pas qu'il la reçoive n'importe où. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous regardez ça de façon diachronique, linguistique ou même humaine, les différences s'estompent. On a quand même les différences de positionnement plus générales. Donc on pourrait se dire c'est les religions. Donc c'est vrai que pour des spécialistes, par exemple, un catholique est très différent d'un protestant. Un catholique est très différent d'un orthodoxe. Un orthodoxe est très différent de quoi? Si vous réfléchissez après aux religions monothéistes, vous allez dire, tiens, on peut les regrouper. Ça ressemble en fait au regroupement qu'on fait en linguistique quand on parle de l'indo-européen. On peut parler des langues flexionnelles. On a deux grandes catégories de langues flexionnelles, langue sémitique, langue indo-européenne. Vous voyez, on les retrouve encore, on retrouve ce type de catégorie. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous avez une vision globale des choses, eh bien c'est là que vous vous rendez compte que ce qui nous caractérise, c'est les différences. C'est pour ça que le slogan de l'Union européenne est très important.
qu'on arrive à partir des différences à parler de la diversité. Donc la différence, c'est quand c'est négatif. Quand c'est positif, ça devient diversité. On parle d'enrichissement. Le positionnement de la société, c'est un positionnement qui discrimine. Contrairement à ce que vous pourriez penser, jusqu'à présent, vous pourriez vous dire, il va certainement nous dire que c'est pas bien. C'est bien de discriminer. C'est bien. C'est très bien. Et simplement, souvent, on ne sait pas pourquoi. Donc on le fait à l'envers. Mais discriminer, on l'a en mathématiques, vous vous rappelez, on appelle le discriminant. J'ai jamais entendu un seul élève ou de mes étudiants me dire que le discriminant est discriminatoire. Pourtant, il discrimine. C'est-à-dire, en fait, il différencie. Il arrive à voir des différences. Et il y a des différences. Donc, regardez le positionnement de la société. La société discrimine pour nous unir dans nos ressemblances. Et donc, finalement, on finit par être tous identiques. Donc, sans intérêt. Parce que la société n'a pas besoin de vous, elle a besoin de votre numéro. De sécu, de carte d'identité, numéro de votant. Vous êtes un numéro. L'humanité a besoin de vos différences. Elle veut savoir ce que vous pouvez apporter à l'humanité. Plus vous êtes différent des autres, plus vous êtes enrichissant. Donc vous voyez, c'est bien de discriminer. Par exemple, moi, je vois dans la salle, il va y avoir des Français, des gens d'origine espagnole, des Corses, des Grecs, des Arméniens, des Ukrainiens. Je me dis, c'est bien d'être en France. C'est bien, parce qu'on peut avoir ça. Je serais dans d'autres pays, j'aurais des gens que du pays. Mais vraiment, que du pays, des pures souches. Donc là, on ne pourrait pas parler de discrimination, parce qu'on serait tous identiques. Le paradoxe, si vous voulez, c'est que on peut parler de discrimination que quand on a du pluralisme. Vous voyez ? Quand vous êtes dans un régime de dictature, on ne parle plus de discrimination, parce que tout le monde est pareil. Parce qu'on a éliminé tous les autres. Le problème de la discrimination, c'est pas de la mettre en évidence, c'est de la gérer. L'Union européenne sait très bien que l'Union européenne est fabriquée de 27 pays qui sont différents. Donc il y a une discrimination. Mais elle n'est pas négative, elle est enrichissante. Oui, donc ce que j'essaie de dire, c'est que quand vous avez des instruments de ce type, par exemple, un thermomètre, c'est discriminatoire. Ça vous dit s'il fait chaud ou s'il fait froid. La société n'en veut pas. La société, elle veut une température égale partout, tout le temps. Donc pas besoin de thermomètre. Vous voyez, donc en fait, on n'a plus d'instruments de mesure, puisqu'on est dans le nivellement. Camus en a très bien parlé, justement, parce qu'il a vécu une époque difficile aussi. Dans le journal Combat, le nivellement, c'est-à-dire qu'en fait on est tous égaux, mais on est tellement égaux qu'il ne faut plus en parler. Oui ? Liberté, égalité, fraternité. Est-ce que vous vous êtes rendu compte à quel point le mot fraternité est beaucoup plus important que les deux premiers ? Souvent en fait on considère que c'est une utopie. En réalité, je vais essayer de vous prouver que on a une science qui s'appelle la cybernétique. Le mot fraternité est en réalité un instrument de conscience. Je m'explique. La liberté, c'est un instrument personnel. L'égalité, c'est je dis que l'autre a la même liberté que moi. Donc je suis obligé de me rendre compte qu'il y a une autre personne. La fraternité, c'est que je me rends compte que l'autre personne
n'est pas au même niveau que moi, donc je l'aide. C'est une différence de schéma, c'est-à-dire la différence que vous pouvez la retrouver, c'est je calcule, d'accord, je pense, c'est autre chose, j'ai conscience, je calcule, c'est la liberté. Je pense, c'est que je vois que l'autre a aussi une liberté. J'ai conscience, c'est que je pense à ma pensée, et je pense qu'en fait l'autre a un besoin. Donc je suis dans un système de fraternité. C'est-à-dire que la fraternité, c'est quoi finalement? C'est la conscience de la non-égalité. Parce que si vous étiez dans un système égalitaire, ben vous n'aurez pas besoin de fraternité. Si vous étiez dans un système libertaire, vous n'auriez pas besoin d'égalité. Le fait que vous avez besoin de cette troisième partie, c'est une sorte de ce qu'on appelle dans ce domaine un self-control, c'est-à-dire que vous avez une machine qui se développe, qui prend des mesures du monde extérieur, et au bout d'un moment, elle prend des mesures d'elle-même. Et elle se rend compte, par ce système de feedback, qu'il y a une absence. Donc en fait, pour moi, la fraternité est un système d'autorégulation. Alors que l'égalité est un système de régulation. Oui, c'est des choses donc tout à fait concrètes qu'on peut utiliser, mais on a tendance, dans un système idéal social, à dire que on est dans une société où il y a la liberté, on est dans une société où il y a l'égalité, et on est dans une société où il y a la fraternité. Donc c'est pas besoin qu'on s'en occupe. Or, les droits de l'homme, c'est à l'envers. On s'occupe des problèmes parce que là, il y a un manque de liberté. Là, il y a un manque d'égalité. Là, il y a un manque de fraternité. Donc, en réalité, le système humain est beaucoup plus réaliste que le système social, qui est totalement utopique. Le système social vous explique qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas la peine de chercher des solutions, puisqu'il n'y a pas de problème. Bon. C'est pareil. Quand je vous disais par rapport au génocide, le système social vous dit il n'y a pas eu de génocide. Alors pourquoi chercher à condamner les bourreaux? Le problème que vous avez, c'est qu'est-ce qu'on fait des victimes? C'est très simple, on les oublie. Donc si on a oublié les victimes, s'il n'y a pas eu de crime, pourquoi il y aurait des bourreaux? Il n'y a pas des bourreaux sans crime. Donc vous voyez, ce processus en fait d'effacement, c'est ce que j'appelle la suprématie du jour, qui permet d'effacer au jour le jour le temps. Pourquoi? Parce que les sociétés se rendent compte que c'est dans le temps que se trouve la résistance humaine. Donc il faut qu'elles éliminent le temps pour ne parler que de l'espace. Donc chaque jour, elles ne parlent que de l'espace, de notre espace vital, de manière à ce qu'on n'ait pas à réfléchir au lendemain. Essayez de vous mettre dans la peau d'un fonctionnaire. Essayez de vous mettre dans la peau d'un fonctionnaire. Quelle est l'idée du fonctionnaire? Ben, c'est qu'il ne va pas être viré le lendemain. Comme il ne va pas être viré le lendemain, il peut faire n'importe quoi le même jour, puisqu'il n'a pas de conséquences. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, il a le droit d'agir sans conséquences. Il n'y a plus de conséquences. Donc comme il n'y a plus de conséquences, il n'y a pas besoin d'agir. Donc vous voyez, en fait, le fonctionnariat engendre naturellement de l'inertie. Pourquoi? Mais parce que c'est une société idéale du jour. Pourquoi le lendemain ne sera pas identique? Pourquoi le lendemain serait mieux? Parce que c'est déjà bien aujourd'hui. C'est déjà idéal. Si c'est idéal, comment le lendemain pourrait être mieux? Donc il vaut mieux garder ce qu'on a. Donc, vous voyez en fait, la fonctionnalisation engendre l'inertie. L'inertie, qu'est-ce qu'elle va engendrer? Le conservatisme. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose de bien, il faut le conserver. Et donc vous vous retrouvez dans une série de schémas mentaux, comme les matrioshkas, une poupée dans l'autre, où vous regardez une poupée, vous l'enlevez, vous retrouvez une autre, et en fait le noyau c'est quoi? Le noyau c'est l'espace. Le contrôle de l'espace. C'est quoi être fonctionnaire? Ben, lisez un peu Kafka. C'est le contrôle de sa chaise. Alors, de temps en temps vous n'avez pas de table. Mais si vous avez une chaise, c'est plus important. Pourquoi? Parce que ce qui est important dans votre individu, c'est pas votre tête, c'est votre fesse. C'est d'avoir un siège. Vous avez un siège.
À l'Assemblée, vous avez des sièges. On siège à l'Assemblée. C'est-à-dire, on ne se positionne pas au niveau du mental, on se positionne au niveau du postérieur. L'Assemblée ne siège pas. Quand? Quand on n'a pas posé notre postérieur sur un siège. Ne pensez pas que c'est une histoire de cul, ce que je dis. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on s'intéresse tellement aux détails qu'on finit par être les esclaves du détail. C'est-à-dire, le député, c'est un siège. C'est formidable quand même, non? Vous imaginez? Essayez d'y penser quand vous retournerez dans vos toilettes. C'est-à-dire qu'on arrive à identifier le sujet avec l'objet. Et pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est complètement social. Un député sans assemblée, ce n'est pas un député, c'est juste un homme. Ah, vous allez me dire, ah non, attention, parce qu'on met quand même ça aussi. Parce que, attention, vous savez, la démocratie engendre de la non-démocratie. C'est-à-dire que vous allez faire une manifestation égalitaire, mais comme vous ne voulez pas qu'on vous casse la gueule, vous, personnellement, vous allez mettre un truc comme ça, tricolore. Parce que vous allez me dire, nous, on est tous égaux, sauf moi. Et ne me cassez pas la gueule, parce que moi, je travaille pour vous. Mais moi, il faut que ça se voit que je travaille pour vous. Alors que vous, qui n'avez pas le truc, vous pouvez travailler pour moi. Et là, c'est bien que ça ne se voit pas. Donc, vous voyez, en fait, c'est le même schéma. Il faut faire très attention à ces petits détails. Lambraki, en 1900... Je ne veux pas vous donner les dates, je vais vous garder simplement. C'était un député grec et pacifiste qui a été assassiné par l'extrême droite de l'époque. Et quand il a fait une grande marche, ils avaient prévu de faire l'équivalent du marathon. Alors la police de l'époque, qui était vraiment le positionnement de l'espace, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, elle attrapait tous les types qui étaient dans la manifestation, ce qui fait que ce député, eh bien, il a fini la manifestation seul. Mais il avait le courage de le faire, alors que tout le monde était en prison. Hein. Tous les manifestants avaient fini en prison. Mais là, il n'avait pas besoin de banderole en diagonale, il la tenait dans ses mains. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pour ça qu'on a la chair de poule avec ce genre de choses. C'est que le député a montré son humanité. Alors que quand l'humanité a besoin de montrer son député, c'est qu'elle est dans un cadre social. D'ailleurs, c'est très simple. Vous savez quoi? Faites un essai. Prenez un député qui est très célèbre en France. Mettez-le dans un autre pays. Ça vous fait rire tout de suite. Hein? Mais oui, parce que les autres pays ne savent même pas qui c'est. Donc il n'a plus rien. Il est simplement une institution. On fait la même chose. Vous savez, un maître à penser, c'est différent d'un professeur. Un professeur d'université, il a besoin d'une université. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça un professeur d'université. On appelle ça, on ne dit pas un professeur tout court. Vous voyez, on dit un maître de conférence, comme s'il maîtrisait les conférences. Maintenant, comme on est dans un système féministe en France, on a même des maîtresses de conférences. C'est bien, pourquoi pas. Alors que la France est connue pour d'autres choses, dans le domaine de l'amour, c'est dommage parce que avoir une maîtresse, ça pouvait avoir un sens, maintenant avoir un maître, c'est un autre sens. Mais c'est peut-être la déformation de Sade, qui sait. Donc, le problème, c'est faire attention aux mots parce qu'ils sont révélateurs de notre pensée. Et vous voyez le titre, j'ai écrit donc un essai à la suite de la demande d'un ami qui il me disait fais-le de façon linéaire. Bon, il ne savait pas sur qui il était tombé, mais bon. Il voulait dire par là, fais-le avec une pensée qui continue. Même ça, il ne savait pas sur qui il était tombé. Donc finalement, c'est quand même un essai. Mais c'est important un essai. Parce qu'un essai, c'est pas forcément marqué. Pourquoi Humanitas et Tempus? Je voulais en fait, juste avec le titre, qu'on se rende compte qu'on a un bagage latin, en français, et qui permet de définir la diachronicité, je dirais, des mots. Vous voyez, le mot humanité est ancien. Le temps aussi.
On a une tendance à simplifier tout. Le temps, c'est monosyllabique, d'accord? C'est monosyllabique. Demandez à un étranger comment on écrit le temps, vous allez voir là, votre problème. Bon, c'est monosyllabique et on arrive à mettre autant de consonnes là-dedans. Avec un E qui n'est pas le E que tu avais mis toi, qui en a besoin ici. Mais on se dit, où est passé le U? Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a des mots si anciens qui traversent le temps, c'est peut-être parce qu'ils sont nécessaires. Tout à l'heure, Bébé nous a dit, c'est bien de temps en temps d'avoir des conférences intellectuelles. Ça m'a fait penser à un koan japonais. Le koan japonais, donc c'est dans la catégorie du zen cette fois, mais qui est problématique, pas du zen passif. Et il vous dit, que sommes-nous entre deux pensées? Il ne donne pas la réponse. Il pose juste ça. Donc je l'ai associé avec ce commentaire de la conférence. Pour ma part, ma réponse, c'est rien. C'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse tout le temps. Donc maintenant j'analyse la phrase de Bébé à l'envers, et je dis, c'est bien d'avoir une journée de la femme. C'est pas bien? C'est bien. En mars, de fêter une journée de la femme. On se demande ce qu'on fait toutes les autres journées. Bien. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand on a besoin de dire que c'est bien ça, ça veut dire que c'est pas bien les autres jours. Faites un essai avec votre femme. Dites-lui, aujourd'hui tu es très belle. L'attaque courante, c'est pourquoi hier j'étais moche. Si vous lui dites demain tu seras plus belle, donc aujourd'hui je suis moins belle, c'est injouable. Vous finissez par plus rien dire. Vous dites que tu es magnifique. Et comment vous en sortez? Vous remarquez? Vous en sortez avec le présent. Pourquoi? Parce que vous avez effacé le temps. Alors qu'en réalité elle a raison. Elle a raison d'être discriminante. Elle ne peut pas être belle tous les jours. Mais l'important, c'est de lui dire quand c'est vrai. Ou c'est de lui dire que c'est tout le temps vrai et de ne plus lui dire. Là, les femmes ne répondent pas parce que je sais qu'elles préfèrent qu'on leur dise tout le temps, même si c'est faux, mais plusieurs fois. Ce n'est pas important. L'intention qui compte. La rose, quoi. La diachronicité de la rose. Pourquoi c'est beau une rose? Parce que ça meurt. Si ça mourait pas, ça serait pas beau. Combien de temps, moi? Combien de temps ça peut être beau alors? Tant qu'il faut. Ou juste un peu moins que ce qu'il faudrait. Il faut qu'on ait le sentiment de manque. Vous voyez, offrez des roses à des gens. D'ailleurs, en fait, remarquez, les gens appellent ça les fleurs coupées. D'accord? C'est pas une plante. En fait, vous offrez des futurs morts. D'accord? Et c'est beau. C'est vrai que c'est pour ça que c'est beau. C'est parce que c'est des futurs morts. C'est parce que ça a une durée de vie. C'est parce que ça va fonctionner dans un cadre temporel. Et ça ne va pas fonctionner de façon permanente. Pourquoi? Mais parce que quand ça va mourir, peut-être que vous aurez besoin de le refaire. C'est comme ça les hommes. Les hommes. Ce que je veux dire, c'est que essayez de réfléchir à quelque chose. Quand vous faites des enfants, c'est pour qu'ils vivent? Bien sûr que non. C'est pour qu'ils meurent. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils auront le temps de faire avant leur mort? Bon, souvent, en fait, on fait même de la chiromancie des fois, et on dit on veut savoir notre avenir. Hein? Ah, c'est très simple, moi je peux vous le faire. Vous allez tous mourir. C'est vrai? Pourquoi? Si vous voulez vraiment savoir ça,
Non, en fait, ce que vous voudriez avoir, c'est qu'est-ce que je vais faire avant ça? Parce qu'avant ça, vous savez. D'ailleurs, c'est même dans les lyonnaiseries. On dit toujours que c'est très difficile de mourir, mais finalement, tout le monde y arrive. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la mort, c'est le début de la vie. C'est-à-dire que c'est les gens qui vont prendre conscience qu'ils sont mortels, qui vont être obligés de travailler sur l'essentiel. Tant que vous pensez que vous êtes immortel, comme les petits-enfants, eh bien, vous faites des choses totalement inutiles, parce que de toute façon, vous pourrez faire le lendemain. La même chose, ou autre chose, peu importe. Alors que quand vous commencez à mesurer le temps, eh bien, c'est là que vous devenez humain. C'est là que vous vous dites, il y a plusieurs choses à faire. Il faut que j'ai une mission, il faut que je laisse quelque chose au suivant, il faut que je pense au suivant, il faut que je gère le temps. Quand on est petite, ou quand on est une petite fille, on ne pense pas à son maquillage. Quand on est plus grande, on y pense. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi sur le visage, parce qu'on va le mettre plusieurs fois, ce n'importe quoi. Donc on va faire attention à la qualité du produit qu'on va mettre à la base. Moi souvent je conseille à mes étudiantes quand on est en bioéthique, si vous prenez des produits que prend votre mère. Elle a déjà prouvé qu'elle peut vivre jusqu'à cet âge-là. Vous voyez ? Si vous réfléchissez bien, vous allez voir, on vous dit, ah, ce produit, ça c'est plus fort pour anti-rides, machin. Bon. Ben, c'est mieux. C'est pour ça que c'est plus cher. Donc, on se dit souvent, non, mais non, moi, ma fille, elle a 20 ans, donc on va mettre ces trucs merdiques. Et donc, de toute façon, comme le lendemain, elle aura encore 20 ans, ça se verra pas. Donc, vous devriez lui dire, ne le mettez pas du tout. Pourtant, elle le met. En fait, elle ne sait pas, en fait, qu'au fur et à mesure, elle pourrit sa vie. Alors que la mère le sait. Prenez-la autrement. Vous êtes jeune homme, d'accord? Je pense à Jean-Philippe, par exemple. Il voit une jeune fille. Regarde la mère. Parce que c'est avec elle que tu vas vivre. C'est pas avec la jeune fille. Parce que la durée de stabilisation se fait sur la mère, se fait pas sur la fille. Bon. Je vais vous le faire de façon plus humaine. Imaginez Einstein. Je vous dis le mot Einstein. Il a les cheveux blancs? Vous vous souvenez tous d'Einstein vieux, en fait. Mais c'est ça notre Einstein. Si vous voyez Einstein jeune, vous direz c'est pas lui. Et c'est vrai que ce serait pas lui. Parce que c'était avant qu'il devienne Einstein. C'était simplement Albert. Comme n'importe quel Albert. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la temporalité, le phénomène de stabilisation, c'est ça qui va nous intéresser. C'est là où se trouve la personne. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Actuellement, au niveau de l'Europe, on a l'impression que ce qui est très important, c'est l'économie de marché, les relations, les conventions. C'est important de voir les fondements aussi. Donc, ce que je veux, c'est que vous voyez que l'humanité et le temps font réellement partie des fondements de l'Europe. Simplement, les fondements, ça ne se voit pas. C'est comme quand vous faites une maison. Essayez de réfléchir à ce que vous dites à quelqu'un quand vous faites une maison. Vous faites une commande. Vous dites, moi, je veux faire une maison. La première chose que vous voyez par un spécialiste, c'est qu'il creuse. Vous dites, il est idiot. Moi, je veux une maison en haut, pas en bas. Il vous dit, il faut des fondements. Mais moi, je m'en fous des fondements. Moi, je veux la maison. Alors là, c'est là que vous apprenez par un spécialiste que plus vous voulez une maison haute, plus il faut creuser. C'est incroyable. C'est complètement à l'envers. Et en fait, dans le système social, c'est pour ça qu'on ne creuse pas. Parce qu'on n'a pas besoin de maison haute. On a juste besoin de quoi? D'habiter. On appelle ça des habitations. La société, elle a des habitations. L'humanité, elle a des maisons.
la société, elle a même les HLM. On ne sait même plus que c'est des habitations, c'est des HLM. Ce que je veux dire par là, c'est que ce système de dépersonnaliser, de déshumaniser, sous prétexte d'égaliser, eh bien, allez un peu dans les pays de l'Est. Essayez de voir le régime soviétique et vous allez voir en fait des maisons qui sont toutes identiques, du même genre, le même, on dirait moi ça me fait penser plutôt à des bunkers allemands, enfin des blocos, même, bloc 1, bloc 2, bloc 3. Alors là, on se dit, tiens, ils ont découvert en fait qu'il y avait une vie et ça commence à faire des choses différentes, on commence à voir des couleurs. Je ne parle pas simplement de pays de l'Est, comme je parle même de l'Arménie ou même Karabakh, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, sous prétexte de dire que tout le monde a besoin d'une maison, parce que c'est ça, le droit, hein, eh bien, on a tous un truc horrible, qu'on appelle ça habitation. Personne ne peut revendiquer d'avoir une maison mieux, c'est pas important, parce qu'on en a, c'est déjà important. Vous voyez, et ça c'est le misérabilisme. Parce que vous voulez quelque chose de mieux, et en fait on vous dit, non, mais c'est pas la peine. Vous avez un avocat qui vous défend, il est pas bon. Qu'est-ce que vous dit la société? C'est déjà bien d'avoir un avocat. Ah bon? Mais je serai condamné? Oui, mais vous aurez un avocat. D'accord. J'en veux pas d'avocat. Si, c'est obligatoire. Ah. Bon. Donc je serai condamné avec un avocat obligatoire. Est-ce que je serai obligatoirement condamné? Oui. C'est bien. Je suis heureux. La société pense à moi. C'est incroyable. Mais si vous souriez, parce que moi je vous le dis en compact. Si je l'étends un peu plus dans l'espace et le temps, vous allez vous rendre compte que si vous écoutez quelque chose aux infos, à la télé, etc., à propos d'une cause importante, vous allez vous rendre compte que les gens étaient incompétents. Les avocats n'ont pas fait leur boulot, ils ont été condamnés, et on se dit que c'est bien parce qu'on est dans un système démocratique où il y a eu une cour de justice, il y a eu un avocat, il y a eu un juge, et tout s'est bien passé, sauf que la victime est quand même condamnée. Des fois, moi, sur le plan humain, je me dis, il aurait été dans un système dictatorial, il n'y aurait pas eu de cour de justice, il n'y aurait pas eu d'avocat, il aurait eu le même truc. Quelle est la différence? Vous voyez, en fait, la société transforme l'incapacité en incompétence et l'incompétence en loi. Parce qu'elle vous dit, attention, je suis peut-être incompétente, mais je suis incompétente pour tout le monde. Vous ne pouvez pas revendiquer une meilleure compétence. Mais non, je serai incompétente pour tout le monde, de la même façon, c'est égalitaire, non? Vous avez la liberté de choisir cette incompétence. Et après, vous avez la fraternité de vous consoler avec les autres de cette incompétence. C'est-à-dire que vous êtes une victime, et après vous allez faire une association de victimes, où vous avez été roulé par la société et par le système judiciaire de la même façon. Vous voyez? C'est formidable. C'est ce qu'on appelle en fait la fraternité. Et donc dans un autre régime, un régime totalitaire, vous n'auriez pas le droit de faire cette association. Alors que là, vous êtes heureux. C'est quand même formidable, moi je trouve. Vous voyez? Donc en fait, vous avez un système pourri qui engendre un truc pourri, et on vous dit, ne t'inquiète pas, les fleurs, c'est sur la merde qu'elles poussent. Mais le problème, c'est qu'elles sont rares, ces fleurs, quand même. Alors que le reste est quand même si important. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Faites attention à ce genre de schéma qui, sous prétexte d'être toujours positif, ça finit par être neutre. Vous voyez? Par exemple, prenez un conférencier qui soit positif avec l'ensemble des personnes qui l'écoutent. C'est un diplomate, c'est pas un conférencier. Bon, il est forcément pourri avec quelqu'un. Bon. Prenez un conférencier qui est négatif avec toutes les personnes qui l'écoutent. Forcément, il va se trouver quelqu'un qui va le trouver quand même sympathique. C'est qu'il est humain. Oui, donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je me rappelle quand je suis allé à l'armée, ça arrive au meilleur, hein, j'ai vu un psychologue. Il fallait à tout prix passer devant un psychologue. Et ce psychologue, il était tellement mielleux. Je me suis dit, c'est un psychologue, lui. Je ne savais pas que c'était un psychologue.
C'était un psychologue. Et il me dit, tout va bien? Comment imaginer pour quelqu'un qui a 24 ans, qui veut faire des études et de la recherche en mathématiques, que tout va bien alors qu'il est dans un service militaire obligatoire? Donc je me suis dit, soit il est complètement crétin, soit il est vraiment professionnel. En réalité, il pouvait être les deux. J'ai pas su pour la seconde. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand c'est institutionnalisé, c'est dénué de sens. C'est un problème, ça. Vous voyez? Par exemple, vous voyez tous l'abbé Pierre. Imaginez l'abbé Pierre en fonctionnaire. Ça vous fait sourire. Vous dites c'est un oxymore, c'est pas possible. Pourtant, il faut bien que des gens le fassent. Pourtant, il faut bien qu'il y ait des instituts. Je veux dire, si je vous parle de la Croix-Rouge, vous hésitez là. Vous dites c'est une institution? Oui. Elle est humaine? Peut-être. Elle est utile? Possible. Elle est compétente? Sans doute. Elle est diachronique? On verra. Comment en fait institutionnaliser sans déshumaniser? C'est un problème dans le droit, ça. Hein? C'est-à-dire, on dit par exemple le juge. Le juge, il ressemble bien souvent en fait à une machine. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il arrive en fait à se positionner de façon tellement neutre qu'on finit par le trouver non humain. Pourquoi? C'est quoi son but? C'est pour qu'il soit humain. Regardez les lois. C'est-à-dire qu'en fait, on voyait déjà chez Cicéron, il disait appliquer la loi. C'était déjà un oxymore pour l'époque latine, hein, parce que sinon on a dura lex, c'est de lex. Hein, la loi est dure, mais c'est la loi. Or Cicéron disait appliquer la loi, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire sans être barbare finalement, sans exagérer, sans aller vraiment. Donc c'est pour ça qu'on va avoir aussi Montesquieu qui va aller sur l'esprit de la loi. L'esprit des lois. Donc, c'est quoi l'esprit? Parce que souvent on est à la lettre. On n'est pas dans l'esprit. Et l'esprit pour moi de l'Europe, c'est justement le temps et l'humanité. Et souvent on est dans la lettre. Et on regarde le commerce, les rapports, les marchés, les guerres, le positionnement, notre espace vital. Mais sans esprit, ça ne sert à rien. Donc c'est cette diachronicité qui est importante et qui nous caractérise. Or, cette diachronicité, pourquoi je dis qu'elle nous caractérise? C'est les singularités. Vous voyez, en fait, en maths, on a un célèbre théorème de Riemann sur la notion de multiplicité qui vous dit que une variété se caractérise par ses singularités. Alors si vous entendez ça, vous dites qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, si vous le prenez de façon géométrique, ça veut dire qu'un cube est caractérisé par 8 sommets. Si vous prenez un cube et vous enlevez les 8 sommets, de loin, ce sera encore un cube. Mathématiquement, ça ne sera plus un cube. Si vous prenez seulement les 8 sommets, c'est déjà un cube. C'est l'essence du cube. C'est l'esprit du cube. Le reste, c'est le cube. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'en fait, l'essence, c'est rien. C'est un détail. Mais c'est un détail auquel on a fait attention. L'humanité et le temps, dans les structures européennes, c'est un détail. Simplement, quand vous commencez à avoir des lois où le temps intervient, où on a la notion d'imprescriptible, là on commence à se rendre compte que ce détail est devenu un indicateur de pensée. Et que finalement, il arrive à caractériser la structure. Donc là, c'est très important, finalement, de regarder les choses superfétatoires. Parce que finalement, quand vous observez des choses qui sont inutiles dans la vie,
il y a une grande probabilité que vous soyez en train de faire quelque chose d'utile. Vous voyez ? Parce que ce qui caractérise en fait la nature humaine, c'est vraiment de faire des choses inutiles. Plus on fait des choses utiles, plus on est comme les animaux. Un génocide, c'est très utile. Ça élimine plein de problèmes. Mais c'est bestial. Un homme qui écrit, c'est totalement inutile. Mais c'est humain. Donc, pourquoi vous écrivez ? Pourquoi on transcrit ? Pour travailler dans le temps. L'écriture, c'est un travail dans le temps. C'est pas un travail dans l'espace. La parole est un travail dans l'espace. C'est pour ça qu'elle s'efface dès qu'on arrête de parler. Elle ne travaille pas dans le temps. Alors on a trouvé une magouille, on a trouvé le microphone, l'enregistrement. Donc là on peut travailler dans le temps. Mais réfléchissez bien à ça. C'est quand même, on est dans le travail de l'écriture. Quand on va parler de l'humanité, on va parler de moments où on va inventer l'écriture. Pourquoi ? Parce qu'on va laisser des traces. Ces traces, évidemment, ce ne sont que des traces. Mais c'est des traces de civilisation. C'est très difficile pour une société de devenir une civilisation. J'accorde beaucoup d'importance aux civilisations parce que pour moi, c'est un peu si vous voulez, le substrat de l'humanité. C'est là où on voit la différence. Les sociétés, on ne voit rien. C'est le phénomène de mode. Donc si c'est important, cette mode, comme on croit, oui, c'est important comment terminer la semaine, de savoir ce qu'on va faire le lendemain, pour certainement reproduire le jour précédent. Le problème, en fait, qu'est-ce que vous allez faire de personnes qui ne travaillent que dans le futur, qui ne vivent que dans le futur ? C'est ce qu'on appelle les visionnaires. L'Europe, elle a été conçue et matérialisée par des visionnaires. Il faut bien vous rendre compte que faire l'Union européenne en 1957, il fallait être vraiment un sacré inutile. C'est-à-dire pour décider que le monde en 1957 n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le monde qui viendra. Et quand vous regardez déjà le traité de Rome, si vous regardez en détail, et vous regardez toutes les phases qui sont prévues au niveau temporel, c'est impressionnant. Et vous savez ce qui est impressionnant ? C'est que ça s'est réalisé. C'est ça qui est impressionnant. C'est ça la différence en fait. Donc, on vous parle tout le temps de la réelle politique. C'est très important la réelle politique. La réelle politique, c'est comment transformer les misérables en miséreux. Et vous remarquez, Hugo nous aide, parce qu'il a écrit un livre que pour les premiers. Parce que pour les seconds, il n'y a pas besoin d'écrire un livre. Donc, la misère, moi, ne me fait pas peur. Les misérables non plus. Ce qui me gêne, c'est les miséreux. Et les sociétés sont en fait des humanités des miséreux. C'est-à-dire qu'on efface l'aspect grandiose du misérable pour le transformer en miséreux. Jean Valjean, il avait quelque chose de grandiose. Mais c'était un misérable. L'humanité est misérable. Comme les misérables de Hugo. L'humanité est idiote. Comme l'idiot de Dostoïevski. Pas plus, pas moins. Mais donc, essayons de trouver les divergences, essayons de voir qu'est-ce qui est discriminant pour voir ce qui est essentiel. Sinon, tout est uniforme. Et donc, on n'arrive plus à avoir de différence. On est dans une société parfaite qui est parfaitement, mais parfaitement inutile. Le seul avantage que moi je vois aux sociétés,
c'est qu'elles sont comme la mode, elles passent. Donc on se dit, c'est pas grave, ça passera ça aussi. La différence, c'est quand des fois elles décident vraiment de ne pas passer, et donc elles forcent l'humanité à les accepter, et c'est là où on voit des régimes autoritaires, des dictatures, des génocides. C'est là en fait où on voit que ces sociétés décident qu'il n'y aura plus d'histoire. Donc, vous voyez, ce que j'essaie de vous dire dans cette conférence, c'est que c'est important d'avoir la notion de géographie, mais c'est très difficile d'avoir la géographie de l'histoire. Parce qu'on oublie, on est un élément qui avance. Vous voyez, c'est très difficile de revenir en arrière dans le temps. Au niveau du positionnement spatial, vous pouvez toujours vous déplacer et revenir au même endroit. Au niveau du temporel, vous ne pouvez pas. C'est pour ça qu'en fait, Héraclite disait déjà, vous ne pouvez jamais vous baigner dans un fleuve 2 fois. Parce que le fleuve est un continu. Donc en fait, ça change au fur et à mesure. C'est pareil pour nos pensées. C'est difficile en fait de revenir en arrière et de dire, je n'ai rien dit, je recommence. Je n'ai rien dit, je recommence, c'est déjà quelque chose. Donc le fait, en fait, c'est comment recommencer, comment continuer, comment être polycyclique dans un monde qui se prétend linéaire, continu, évolutif. En réalité, l'évolution sociale, c'est une tendance à la perfection, tout en précisant que la perfection n'existe pas et que l'erreur est humaine. Voilà les principes de la société. C'est pour ça, en fait, pensez bien à la société en tant que phénomène de mode. Soyez créateurs, soyez créatifs, et faites tous vos efforts pour appartenir à l'humanité, parce que c'est l'humanité qui vous choisit. Alors que la société, vous la vivez, vous la soutenez. Donc l'humanité, c'est quelque chose qui est au bord, qui est marginal, qui est sans intérêt, qui est superfétatoire, et c'est vous. Un grand mathématicien, Poincaré, disait, si on regarde l'univers depuis son commencement jusqu'à maintenant, si on regarde l'existence de la Terre dans cette durée, c'est quasiment rien. Et si on regarde l'existence humaine dans l'existence de la Terre, c'est quasiment rien. Si on regarde en fait dans l'existence humaine, depuis quand on a une histoire, il dit c'est quasiment rien. Et il dit, si on regarde depuis quand on a une pensée humaine, c'est encore quasiment rien. Et il conclut en disant, mais ce quasiment rien, c'est nous. Donc faites tout vos possibles